Bonjour et bienvenue sur All About Aquaculture, tout sur l'aquaculture au profit de l'Afrique. Nous allons poursuivre notre série sur le décryptage des systèmes de pisciculture hors sol et aujourd'hui nous allons nous focaliser sur l'approvisionnement en eau. Donc, nous allons parler de tout ce qui se passe de la zone de captage de l'eau jusqu'au moment où l'eau entre dans les bassins piscicoles hors sol. Et ceci va nous permettre vraiment de comprendre quels sont les différents types de captage, que ce soit l'adduction d'eau de la ville ou bien peut-être des puits. Comment est-ce que l'eau est filtrée, quelles sont les différentes techniques qui sont utilisées, soit pour enlever quelques métaux lourds ou encore pour enlever le chlore et ainsi de suite. Donc vraiment tout ce qui permet de préparer l'eau de façon à ce qu'elle soit de bonne qualité avant d'être introduite dans les bassins piscicoles pour permettre un bon développement, une bonne croissance du poisson d'élevage. Sans plus tarder, on s'en va regarder les sources d'approvisionnement en eau. L'eau qui est utilisée dans les systèmes de pisciculture hors sol peut avoir plusieurs provenances. Bon, ça peut être une eau qui vient, comme je l'ai dit tout à l'heure, du système d'adduction d'eau de la ville ou du pays. Mais ça peut aussi être une eau qui vient d'un captage, donc au niveau d'une rivière qu'on pompe par exemple, ou encore peut-être une chute d'eau qui a été déviée pour amener de l'eau dans notre ferme et permettre l'alimentation en eau des systèmes hors sol. Ou encore, ça peut être des puits. Donc là, par exemple, je suis devant un puits qui est aménagé pour permettre de capter de l'eau qui est utilisée dans un système hors sol. En parlant de puits, il existe plusieurs types de puits. Donc, on a ce qu'on appelle les puits creusés. Ces puits-là sont parfois creusés à la main ou avec des engins, mais ce qui est sûr, c'est que vraiment c'est une affaire d'utiliser une pioche et une pelle et de descendre. Et on a beaucoup de ces puits-là qui ont une forme cylindrique et qui peuvent descendre parfois entre 10 jusqu'à 20 mètres. Un autre type de puits, ce sont des puits foncés. Là, il s'agit des puits qui ont été créés en enfonçant, par exemple, une grosse barre métallique qui est battue au niveau de la tête. Donc, c'est vraiment, ça se fait par abattage et qui est poussé, qui est forcé dans le sol jusqu'au moment où on atteint la nappe phréatique et que l'eau commence à jaillir. L'autre façon de faire aussi sont les puits forés. Et là, c'est vraiment une tige métallique qui rôte et qui creuse et qui fait sortir la terre pendant qu'elle s'enfonce, un peu comme le forage pour le pétrole. Donc, ça se fait de la même façon. Ce qui est bien, c'est que c'est très rapide. Donc, avec un bon équipement, en 10 minutes, on peut facilement creuser 1 mètre ou 2. Ce qui fait qu'en 1 heure, on peut forer facilement un puits de 10 à 15 mètres, juste en 1 heure avec le bon matériel. Mais on a aussi des puits artésiens qui sont en fait des points où l'eau jaillit. On appelle souvent ça des sources d'eau. Donc l'eau jaillit spontanément du sol et on aménage pour mieux capter cette eau-là. Donc ce sont des puits artésiens. Donc ce sont les différents types de puits. Et il est important de savoir exactement quelle est la géologie du site où vous êtes pour savoir quel type de puits vous allez aménager dans la zone. Pour notre cas précis, on a affaire ici à un puits foré. Donc, les géologues ont étudié le site et se sont rendus compte qu'il y avait de l'eau, qu'il y avait une bonne nappe phréatique. Alors, ils ont foré et ils ont fait un bon petit captage. Dans la petite maison qui est là, c'est vraiment la zone où l'eau est captée en abondance et ravitaille plusieurs installations. Donc, dans l'endroit où je suis, il y a plusieurs installations ici à Penang en Malaisie qui sont ravitaillées par ce type de puits forés. Et comme vous pouvez remarquer, ils se sont arrangés à ce qu'il n'y ait pas d'agriculture autour. Déjà, il y a une grille, donc ce n'est pas une zone accessible, c'est interdit au public parce qu'on évite de contaminer l'eau, on ne sait jamais. Et tout autour sont les gazons et tout, c'est la route. Mais ils se sont arrangés à ce qu'il n'y ait pas d'activité agricole, par exemple, parce qu'on sait que généralement pour l'agriculture, on utilise des pesticides, des engrais qui, une fois utilisés, pourraient se retrouver dans l'eau et contaminer l'eau. Et augmenter, par exemple, si on utilise de l'engrais azoté au niveau des plantes, on aura un taux de nitrate très élevé au niveau de l'eau qui est captée. Mais une fois qu'on a capté l'eau, on ne doit pas immédiatement l'introduire dans les bassins. J'ai vu cela dans plusieurs systèmes sur le continent africain et c'est une erreur. On ne doit pas directement introduire l'eau dans le bassin sans avoir fait quelques traitements préalables. La filtration, vous voyez, physique pour enlever quelques particules, aussi la filtration biologique pour enlever quelques micro-organismes avant d'introduire cette eau-là dans le système. Et on a aussi dans la filtration physique
l'opportunité d'enlever des choses comme les métaux lourds. Et ces métaux lourds comprennent par exemple le mercure, l'argent, le plomb, le nickel, le cadmium, le cobalt et ainsi de suite, qui sont non seulement nuisibles pour le poisson, mais qui peuvent être accumulés dans le poisson et ensuite être nuisibles pour la santé de l'être humain. Imaginez que vous consommiez du poisson qui contient du mercure et qu'à cause de cela, vous vous retrouviez avec une concentration de mercure dans votre organisme. Ce ne serait pas une bonne chose, ce serait nuisible pour votre santé et pour la santé de vos consommateurs, alors qu'en bien filtrant de l'eau seulement, on aurait pu éviter cela et on aurait pu retenir les métaux lourds avant de faire entrer l'eau dans les bassins d'élevage. Et comment ça se fait? C'est ça que je vais vous présenter tout de suite. La toute première étape, lorsqu'on a capté son eau, c'est de faire analyser l'eau par un laboratoire. Donc, pour savoir, par exemple, quelles sont les teneurs en nitrate, les teneurs en nitrite, les teneurs en métaux lourds que nous avons énumérés tout à l'heure, le chrome, le cadmium, le cobalt, le cuivre, le zinc, le nickel, le mercure, l'argent, le plomb et ainsi de suite. Donc, il faut savoir tout cela. Quel est le pH de l'eau? Quelle est sa conductivité? Quelle est sa salinité? Parce qu'on se rend compte aussi que dans les zones côtières et tout, il peut y avoir un peu de sel dans l'eau. Donc, ce sont des trucs comme ça qu'il faut contrôler et être sûr qu'on comprend bien avant de se lancer dans l'utilisation de cette eau-là pour l'élevage du poisson. Mais une fois que tout cela est compris, on a quand même des façons de filtrer de l'eau. Comme ici, on a un filtre qui permet d'enlever les particules physiques. Donc ici, on a au moins un tuyau qui amène de l'eau. Et une fois que l'eau rentre dans le système, il y a dans le système des filtres biologiques, mais il y a aussi ce qu'on appelle un peu de zéolite. Et les particules de zéolite, là, en fait, c'est un peu comme le sable. C'est un matériau très efficace pour retenir les métaux lourds. Et en fonction de la teneur en métaux lourds de votre système, vous devez nettoyer le filtre. Ça peut se faire une fois par semaine ou une fois par mois en fonction vraiment de la quantité de métaux lourds et de particules qui sont retenues au niveau des zéolites. Une fois l'eau analysée au laboratoire et l'eau filtrée, vous devez maintenir le tout dans un ou plusieurs réservoirs. Dans notre cas d'espèce, on a 2 réservoirs parce que la quantité d'eau qui est demandée au niveau de ce site en une journée ou en une semaine est assez grande et pour cela, un seul réservoir ne pourrait pas suffire. Donc là, on a 2 réservoirs carrément. Mais il est important de préciser que ce n'est pas seulement de l'eau de captage qui est utilisée. On l'a déjà dit, on peut aussi avoir de l'eau qui vient de la ville. Mais l'eau qui vient de la ville contient généralement du chlore parce que c'est une eau potable, généralement destinée à la consommation humaine et ça contient du chlore, parfois jusqu'à 0,1 mg de chlore par litre d'eau. Et en fonction des endroits et des pays, on peut avoir des quantités encore supérieures. Vous le sentez parfois, vous sentez du chlore lorsque vous buvez de l'eau. Mais le chlore, non seulement augmente le pH de l'eau, mais aussi est nuisible pour le poisson. Donc le chlore tue le poisson. Vous ne voulez pas avoir une seule trace de chlore dans l'eau du poisson. Donc une fois que vous avez de l'eau dans un réservoir de ce genre et que c'est une eau qui vient du système d'adduction d'eau de la ville, vous devez vous arranger à extraire le chlore. Et il y a plusieurs façons de le faire. Le chlore s'évapore. Donc vous pouvez juste avoir un bassin comme ce qui est derrière moi. Vous avez ces grands réservoirs de plus de 10 mètres cubes d'eau avec le toit ouvert. Et avec ce toit ouvert, le soleil qui tape dedans et tout, au bout de 3 jours, il n'y a plus de chlore du tout. Donc vous devez planifier votre ferme de façon à ce qu'il y ait un décalage de 3 jours entre le moment où vous avez une nouvelle eau qui arrive et le moment où vous avez besoin de l'eau dans vos bassins. Et c'est pour ça que, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour notre cas précis, ici, on a 2 réservoirs de ce volume-ci pour être sûr qu'on ne va jamais manquer d'eau dans nos systèmes. Et il n'y a pas une seule façon de traiter, d'enlever le chlore. Donc là, je vais encore vous présenter 2 bassins, un couvert et un ouvert, donc qui n'a pas de couverture, et vous montrer comment dans ces bassins-là aussi, on traite de l'eau, comment on enlève le chlore précisément dans de l'eau. Ici, nous sommes en présence de plusieurs réservoirs d'eau. Ça, c'est de l'eau qui vient du système d'adduction d'eau de la ville qui contient du chlore. Et pour chacun de ces systèmes, il y a des installations qui permettent d'enlever le chlore de l'eau. Donc, précisément ici, par exemple, il y a 2 façons de faire.
Donc il y a déjà le fait de laisser stagner pendant 2 jours. Donc le chlore s'évapore naturellement. Normalement, ça prendrait à peu près 4 jours pour que le chlore s'évapore entièrement de chacun de ces bassins de 6 mètres cubes d'eau. Mais pour accélérer le processus, on ajoute ce qu'on appelle le thiosulfate de sodium. Ce thiosulfate de sodium permet d'accélérer l'évaporation du chlore et c'est encore plus accéléré si on fait un peu de bullage. Donc avec un peu de bullage, il y a un mélange d'eau et ça accélère vraiment, ça permet que le chlore sorte de l'eau plus facilement. Alors ça, c'est un réservoir couvert, donc, parce que comme vous pouvez remarquer, il y a des arbres tout autour et c'est couvert parce qu'on ne voudrait pas que les épines de pin d'arbres ou des feuilles d'arbres tout autour ne tombent dans l'eau. Alors ici, je vous présente un réservoir d'eau, comme vous pouvez remarquer, à ciel ouvert. On n'a pas besoin de recouvrir ce réservoir d'eau parce qu'il n'y a pas de feuilles qui tomberont sur l'eau. Mais remarquez qu'il y a du bullage. Avec ce bullage, il y a une accélération de l'évaporation du chlore. Et le fait aussi que ce soit sous le soleil accélère l'évaporation du chlore. Donc on s'est rendu compte qu'avec du bullage et l'exposition au soleil, en moins de 24 heures, il n'y a plus de chlore du tout dans cette eau. Donc voilà comment ça se passe. Et le soleil, en plus d'accélérer l'évaporation du chlore, a aussi l'avantage qu'il désinfecte l'eau. Parce que normalement, une fois que le chlore n'est plus présent dans l'eau, l'eau peut être contaminée. Donc, on peut avoir des bactéries opportunistes, des champignons et tout qui vont recoloniser l'eau rapidement et plutôt nuire à la santé du poisson. Mais on remarque qu'avec le soleil aussi, il y a ce côté désinfectant là, qui est très bien et qui est efficace. Donc ça joue ce double rôle d'accélération de l'évaporation et la désinfection de l'eau. Là, je vais tout de suite vous montrer au laboratoire comment on peut vérifier s'il y a des traces de chlore dans l'eau après avoir fait toutes ces filtrations et après avoir essayé de l'évaporer. Donc, je vais vous le montrer. C'est un kit très simple qui coûte juste $1, 550 francs CFA et qui peut être utilisé 30 fois. Ici, on est dans un laboratoire analytique et on va vérifier si oui ou non l'eau qui va entrer dans nos bassins contient du chlore. Pour cela, on va utiliser 2 béchers comme ceci. Dans un des béchers, on va mettre de l'eau qui provient de notre réservoir et dans l'autre, on va mettre de l'eau qui provient du robinet, donc de l'eau qui vient du système d'adduction d'eau de la ville qui contient automatiquement du chlore. Ici, je prélève l'eau du bassin. Donc là, ça c'est notre eau qui provient du bassin, du réservoir piscicole. Là, on va puiser de l'eau du robinet. On va maintenir à peu près le même volume que tout à l'heure pour l'eau qui provenait du bassin d'élevage. Et voici le produit qui va nous permettre de vérifier s'il y a le chlore dedans. Vous pouvez l'acheter dans tous les magasins d'aquariophilie. Pour ce cas précis, ça vient d'une compagnie, ça s'appelle Aquadine, Fish Care Specialist, sans publicité. Vous pouvez avoir d'autres produits qui n'ont pas de nom et tout, donc ne cherchez pas ce nom spécifique. Mais dans tous les magasins d'aquariophilie, si vous demandez, ils vont vous donner des petits kits comme ça pour tester le chlore. Là, je vais introduire quelques gouttes de ce produit dans chacun des béchers et on va voir s'il y a un changement de couleur. Si la couleur change, c'est que ça contient du chlore. Mais s'il n'y a pas de changement de couleur, c'est qu'il n'y a pas de chlore dans l'eau. Maintenant, on va mettre de la solution dans chacune des eaux. Et si la couleur change, c'est que l'eau contient du chlore. On a ajouté 6 gouttes là-bas. Et on voit que ça commence à jaunir aussi. Je remue, je remue, je remue. Et ça jaunit. En rapprochant les deux, il est clair qu'ici, l'eau contient du chlore, alors que là, ça n'en contient pas.
Ça veut dire que le fait que pour ce cas précis, nous ayons placé de l'eau sous le soleil, on a ajouté le bullage, pendant 24 heures, tout le chlore qui était contenu dans l'eau qui entrait dans ce bassin-là s'est évaporé. Alors qu'ici, l'eau de la même source qui n'a pas subi ces traitements-là contient encore son chlore. Donc si, pour une raison ou une autre, cette eau s'y était introduite dans un bassin d'élevage, le poisson pourrait mourir immédiatement. Parce que comme on l'a dit, le chlore est très toxique pour le poisson. Alors que cette eau-là, au moins au niveau du chlore, est de bonne qualité. Donc si on considère seulement le chlore, on pourrait dire que cette eau est bonne et elle est propice pour être introduite dans les bassins d'élevage du poisson, que ce soit le tilapia, la carpe ou le poisson jar africain ou encore l'Heterotis niloticus qui sont les poissons les plus cultivés sur le continent africain. Mais on va aussi faire de la microbiologie. Donc pour savoir s'il y a des bactéries, des champignons, des virus et tout qui se trouvent dans l'eau. Et ce n'est qu'après avoir fait tout cela qu'on va passer l'eau du réservoir au système de production piscicole hors sol proprement dit. Alors, une fois que les résultats nous reviennent du labo, ils nous montrent que l'eau est de bonne qualité, le pH est bon, la température est bonne, la teneur en nitrate est bonne, il n'y a pas de traces de métaux lourds, il n'y a pas de traces de chlore et ainsi de suite. On est prêt maintenant à prendre cette eau-là et l'introduire dans les bassins d'élevage et appliquer nos techniques de gestion de l'eau dans les bassins d'élevage qui, comme on l'a dit dans plusieurs vidéos précédentes, ça pourrait être en circuit ouvert, en circuit semi-fermé ou en circuit fermé. Mais au moins, on a capté de l'eau, on s'est rassuré que l'eau qui entre dans les bassins est de bonne qualité. Donc, c'est donc ça que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous invite, comme d'habitude, à la partager, la liker et surtout, ce qui est important aussi, c'est faire grandir la communauté. Donc, vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et inviter les personnes que vous connaissez qui sont intéressées par la pisciculture en Afrique de s'abonner de façon à ce que la communauté grandisse. Merci de rester à l'écoute de All About Aquaculture, tout sur l'aquaculture au profit de l'Afrique.